Monsieur Seldon présente l'élection présidentielle française de 1913. Le nouveau président de la République, Armand Fallières, décide de nommer comme président du Conseil le radical Ferdinand Sarrien, un personnage effacé mais influent, capable de rassembler les différentes forces du centre et du parti radical. Sarrien va constituer un gouvernement de grosses personnalités. Léon Bourgeois, ministre des Affaires étrangères, Raymond Poincaré aux finances, Aristide Briand au ministère des Cultes et Georges Clemenceau à l'intérieur, qui devient à 65 ans pour la première fois ministre. Clemenceau, qui se considère comme le premier flic de France, fait très rapidement face à de nombreux mouvements sociaux. Il réprime ainsi très sévèrement la grande grève des mineurs du Nord, causée par la mort de 1099 d'entre eux lors de la catastrophe de Courrières et au cours de laquelle un officier de cavalerie est tué et des femmes de mineurs emprisonnées, n'hésitant pas à utiliser la troupe pour disperser les ouvriers. Clemenceau, que l'on appelle déjà le Tigre, hérite alors d'un nouveau surnom, le briseur de grève. Le gouvernement sarrien met également définitivement fin à l'affaire Dreyfus. En 1906, Alfred Dreyfus est réhabilité et réintégré dans l'armée au rang de chef d'escadron. 2 ans plus tard, les cendres de Zola sont transférées au Panthéon sur décision de Clemenceau. Les élections de mai 1906 sont un succès pour la majorité. Les Français ont dans l'ensemble été rassurés par la répression du mouvement ouvrier. Les socialistes progressent, mais les radicaux socialistes de Briand et les républicains de gauche de l'Alliance démocratique peuvent constituer une majorité qui renouvelle sa confiance au gouvernement sarrien. Cependant, le président du Conseil, malade, se retire quelques mois plus tard après avoir recommandé au président de la République Armand Fallières de nommer Clemenceau pour lui succéder. Georges Clemenceau forme ainsi son premier gouvernement tout en restant au ministère de l'Intérieur. Son cabinet comprend notamment le socialiste indépendant René Viviani à la tête d'un ministère du Travail inédit et le général Picard comme ministre de la Guerre. Le gouvernement Clemenceau agit prioritairement pour entériner le caractère laïque de la République par l'application de la loi de 1905. Il est également confronté à un nombre inédit de grèves et de mouvements sociaux et conduit d'importantes réformes de la police, en soutenant notamment la création de la police scientifique et des brigades régionales mobiles, plus connues sous le nom de brigades du Tigre. Le gouvernement est aussi fédéré par son opposition à la peine de mort, un combat partagé avec le président Fallières qui gracie systématiquement les condamnés à mort pendant les premiers temps de son mandat. En 1908, un projet de loi visant à l'abolir est soumis à la Chambre des députés par le garde des Sceaux Aristide Briand, qui y affronte notamment le député nationaliste Maurice Barrès, partisan résolu de la peine de mort. Le projet n'est finalement pas voté, les députés et l'opinion publique ayant encore en tête la sordide affaire de Soleilhan en 1907, où une fille de 11 ans fut violée et tuée par un homme de 26 ans. Le journal quotidien Le Petit Parisien estime alors que cette affaire a pour conséquence de repousser de 3/4 de siècle l'abolition de la peine de mort. Suite à la révélation d'informations confidentielles secret défense, Clemenceau démissionne et est remplacé par Aristide Briand. La chute du gouvernement Clemenceau marque la fin du bloc des gauches. Bien que Clemenceau soit à l'époque le président du Conseil le plus à gauche jamais entré en fonction, l'apparition de mouvements sociaux virulents sous le gouvernement Clemenceau dès 1906 a plongé les forces de l'Alliance dans une relation conflictuelle. La répression féroce du Tigre conduit à l'opposition des socialistes, attachés à une ligne anarcho-syndicaliste. D'après Michel Winocq, historien de la gauche, cette divergence se prolonge de manière plus profonde dans les années suivantes entre une gauche républicaine attachée à l'autorité de la loi tout en échouant désormais à occuper véritablement le champ du progrès social et une gauche socialiste, puis pour parti communiste, qui adopte une approche révolutionnaire. En 1910, les Français sont appelés aux urnes pour les législatives, qui se soldent par une solide victoire de la majorité de gauche, malgré la poussée du parti FR, qui demeure la première force d'opposition. Les radicaux gagnent 129 sièges supplémentaires, une progression fulgurante qui s'explique par la décision du parti radical de ne soutenir que les radicaux encartés au parti. Les radicaux indépendants restants étant les plus modérés, ces derniers vont progressivement s'éloigner des socialistes au profit de l'Alliance démocratique. Malgré ce relatif maintien des forces, ces élections traduisent de facto une progression du centre avec la poursuite du sinistrisme. Le parti radical se rapproche du centre-gauche, l'Alliance démocratique du centre et du centre-droit, la Fédération républicaine de la droite. Cette élection est aussi marquée par l'idée de la féministe Marguerite Durand d'organiser des candidatures féminines. Cette militante, actrice mais aussi journaliste, a fondé en 1897 le journal La Fronde, premier journal en France à être entièrement conçu et dirigé par des femmes et le deuxième dans le monde. Elle se présente dans le 9e arrondissement de Paris, mais sa candidature est rejetée par le préfet de la Seine. Après la fin du premier gouvernement Briand et la chute successive de 3 gouvernements éphémères, Raymond Poincaré devient président du Conseil, en plus de s'octroyer le ministère des Affaires étrangères. Bourgeois raffiné mais peu conformiste, issu de la campagne, ce surdoué de la politique apparaît comme un homme alliant sagesse, autorité et compétence. Poincaré se donne comme ligne diplomatique le rapprochement avec l'Angleterre,
la consolidation de l'alliance avec la Russie et la fermeté avec l'Allemagne, une position proche du président Fallières qui travaille pendant tout son septennat au renforcement de la triple entente face à la triplice de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Pendant son septennat, le président de la République, que l'on surnomme affectueusement le père Fallières, jouit d'une grande popularité. Bien que dans l'ombre des grandes personnalités qu'il choisit de nommer comme président du Conseil, il se montre bon conseiller et bon connaisseur des dossiers. Il se déplace également beaucoup en province, où les paysans peuvent apercevoir émerveillés que l'automobile a remplacé la calèche dans les voyages officiels. Après réflexion, le chef de l'État sortant choisit de ne pas se représenter pour un second mandat, justifiant sa décision par la phrase « La place n'est pas mauvaise, mais il n'y a pas d'avancement ». Début 1913, la recherche officielle du successeur d'Armand Fallières peut donc s'entamer. À l'Alliance démocratique, Poincaré, président du Conseil, apparaît comme un candidat naturel. Il est désigné comme candidat officiel après le renoncement de ses concurrents, notamment Paul Deschanel, président de la Chambre des députés. Clémenceau et les radicaux soutiennent Jules Pams, le ministre de l'Agriculture, une personnalité considérée comme effacée dont la candidature vise essentiellement à contrer Poincaré. Dans le camp radical, seul Théophile Delcassé, radical indépendant, ancien ministre des Affaires étrangères et l'un des artisans du rapprochement avec l'Angleterre, conteste le choix de Pams, mais il renonce finalement à se présenter. Du côté de la droite conservatrice, le favori et candidat naturel est Alexandre Ribot, membre de la Fédération républicaine, sénateur du Pas-de-Calais, membre de l'Académie française et ancien président du Conseil. À gauche, les socialistes se trouvent un candidat en la personne d'Édouard Vaillant, ancien élu de la Commune de Paris. Il est donc le premier candidat socialiste à la présidentielle de l'histoire française, ou deuxième si on compte Raspail en 1848. Cette élection est également historique par la toute première candidature d'une femme au scrutin présidentiel, Marie Denisard, engagée depuis plusieurs années en faveur du droit de vote des femmes. Le journaliste Fernand Hauser écrit « Le texte constitutionnel dit expressément « le président de la République » au masculin, il ne saurait donc y avoir de doute. Toutefois, l'Assemblée étant souveraine, aurait le droit de satisfaire aux vœux des femmes politiciennes, mais qu'une de celles-ci pose sa candidature pour voir. Marie Denisard décide de relever le défi et l'annonce à Hauser, qui l'interviewe et publie sa photographie en une du journal du 4 janvier suivant. Cette candidature de témoignage n'est pas prise au sérieux par la plupart des journalistes, et même dans le camp féministe. Marguerite Durand juge ainsi que la candidature de Marie Denisard n'est qu'une fâcheuse plaisanterie préjudiciable à la crédibilité du mouvement féministe. Marie Denisard fait tout de même imprimer des bulletins de vote à son nom et rédige une profession de foi qu'elle adresse aux parlementaires. Selon la tradition républicaine, un scrutin préparatoire a lieu entre le 15 et le 16 janvier 1913 pour choisir le candidat du camp républicain. La plupart des républicains modérés de centre droit et de droite, ainsi que les socialistes, comme le candidat Vaillant, refusent toutefois d'y participer. La compétition est alors très serrée entre Pams et Poincaré, tous les deux à 28% au premier tour, puis à respectivement 45% et 44% au deuxième. On organise alors un troisième tour, remporté de justesse par Pams avec 50,16%, distançant Poincaré de 13 voix seulement. La tradition républicaine aurait alors voulu que Poincaré se retire, c'est d'ailleurs ce que lui demande une délégation conduite par les radicaux Émile Combes et Clémenceau. Et le président du Conseil refuse, sachant que lors du vote à l'Assemblée nationale, il serait soutenu par les modérés de centre droit et de la droite. Cela sera la source d'une profonde rancune de Clémenceau à l'égard de Poincaré. Et voici les résultats, et Poincaré manque de peu l'élection dès le premier tour, avec 49,42% devant les 37,62% de Pams. Derrière eux, le socialiste Vaillant obtient 7,26%. Deschanel, bien que s'étant retiré, obtient 2,07%, tandis que Ribot ne reçoit que 1,84%, souffrant du vote utile de la droite modérée en faveur de Poincaré. Il se retire alors pour le second tour. Et les résultats du second tour confirment la victoire de Poincaré avec 55,97% des voix devant 34,30% pour Pams. Vaillant frôle les 8%. Raymond Poincaré prend ses fonctions le 18 février 1913, tandis qu'Armand Fallières entame sa discrète retraite. Comme son prédécesseur Émile Loubet, il quitte silencieusement et sans regret les allées du pouvoir, tout le contraire d'une France qui s'apprête à quitter la belle époque sous le bruit et la fureur des canons.